J'ai découvert que l'homme mystérieux qui payait mes frais médicaux était le chauffard ivre qui m'avait renversé. Je suis restée dans le coma pendant 31 jours et quand j'ai enfin ouvert les yeux, la première chose que le médecin m'a dite, c'est que j'avais beaucoup de chances de respirer. Je rentrais du travail à moto lorsqu'une camionnette a brûlé un feu rouge à grande vitesse et m'a percuté de plein fouet. L'impact m'a projeté à plusieurs mètres de distance. Le conducteur a simplement accéléré et s'est enfui sans porter secours. Comme la rue était déserte et que le quartier ne disposait pas de bonnes caméras de sécurité, la police n'a jamais trouvé la moindre piste sur son identité. Je me suis réveillée à l'hôpital non seulement avec des broches dans les jambes et un long et douloureux chemin de guérison devant moi, mais aussi avec une dette absurdement élevée. Mon assurance maladie était la plus basique possible et ne couvrait même pas la moitié des opérations d'urgence que j'avais subies et encore moins les mois de physiothérapie intensive dont j'allais avoir besoin pour recommencer à marcher correctement. Je n'avais pas la moindre idée de la façon dont j'allais payer tout cela. Au cours de mon deuxième mois de traitement, l'administration de l'hôpital m'a convoqué au service financier. Je m'y suis rendue en fauteuil roulant en pensant qu'ils allaient suspendre mes séances pour défaut de paiement. Mais l'employé m'a regardé et m'a dit que mon solde était à zéro. Quelqu'un faisait des dépôts anonymes directement sur le compte de la clinique. L'argent rentrait chaque semaine. Les opérations, les médicaments coûteux, les séances supplémentaires de physiothérapie, tout était payé ponctuellement. Ils ne savaient pas qui en était le responsable. Et moi encore moins. J'ai passé des mois à penser qu'une organisation caritative ou un riche donateur de la ville avait entendu parler de mon cas et avait décidé d'en assumer les frais. Jusqu'au jour où je suis arrivée à la clinique de physiothérapie avec presque une heure d'avance. Mon frère, qui me conduisait tous les jours, devait régler un problème à la banque et m'a donc déposé là avant mon rendez-vous. J'étais assis à la réception en train de regarder mon téléphone lorsqu'un homme très âgé est entré, est allé directement au comptoir, a parlé à voix basse à la réceptionniste et lui a tendu une enveloppe très épaisse. Dès qu'il a tourné le dos et franchi la porte vitrée, la réceptionniste m'a regardé en souriant et a chuchoté que ce monsieur était mon ange. Elle m'a expliqué qu'il venait tous les mois déposer l'argent pour mon traitement et qu'il demandait toujours le secret. Je n'y ai pas réfléchi à deux fois. Je me suis levée de ma chaise et je suis allée aussi vite que j'ai pu jusqu'au parking. Je voulais seulement le remercier du fond du cœur. Je voulais savoir qui il était et pourquoi il dépensait une fortune pour m'aider. Je suis arrivée dehors à bout de souffle et je l'ai vu marcher lentement vers une camionnette. Je me suis approchée par derrière et lorsqu'il a désactivé l'alarme, la lumière orange a clignoté et j'ai remarqué l'avant de la voiture. Le phare droit était complètement détruit. Il y avait une énorme bosse très profonde et des marques de rayures sur la carrosserie qui n'avaient jamais été réparées. C'était exactement du même côté et à la hauteur exacte où ma moto avait été percutée. Je me suis arrêtée à mi-chemin en sentant mon estomac se nouer. Le vieil homme m'a vu dans le rétroviseur et s'est retourné. Le sourire et les mots de remerciement que je préparais ont disparu aussitôt. J'ai montré l'avant de la voiture du doigt et je lui ai demandé d'où venait cette bosse. Il a regardé la camionnette, puis il a regardé mes béquilles et ma jambe plâtrée. Il s'est mis à trembler immédiatement. Ses mains tremblaient tellement qu'il a laissé tomber la clé de la voiture. Sans qu'il s'en rende compte, j'ai sorti mon téléphone de ma poche et j'ai allumé le dictaphone. J'ai insisté à nouveau en lui disant d'une voix ferme que je savais que c'était lui. Il s'est effondré sur place et a tout avoué. Il m'a dit qu'il était un juge à la retraite, qu'il avait trop bu avec d'anciens collègues et qu'il avait décidé de prendre le volant. Il a dit qu'il était à la fin de sa vie avec des problèmes de santé et qu'il ne voulait pas passer ses dernières années en prison pour avoir détruit la mienne. Alors il a essayé de se donner bonne conscience en payant tout ce dont j'avais besoin à l'hôpital. Il pensait vraiment que l'argent allait arranger les choses et soulager la culpabilité qui l'empêchait de dormir la nuit. Je n'ai rien dit de plus. J'ai appelé la police depuis le parking même et j'ai montré l'enregistrement quand la patrouille est arrivée. Il a pleuré tout le temps pendant qu'on le plaçait à l'arrière du véhicule. Je ne suis toujours pas complètement guérie après ça, mais le juge à la retraite paie l'indemnisation que la justice a déterminée depuis l'intérieur d'une cellule.